J'ai une urgence maritime. Une brèche dans la coque, un panneau d'évacuation s'est ouvert pendant la tempête. Avec une lourde charge, l'eau est montée jusqu'à la cale numéro 3. L'unité de propulsion principale est en panne et les ingénieurs n'arrivent pas à la réparer. Cet appel de détresse fut le dernier signe des personnes à bord. L'Elfado, le seul porte-conteneur, n'avait aucune chance, mais son destin était déjà scellé plusieurs jours auparavant, à cause d'une série de décisions controversées prises par le capitaine. Au fil des révélations, les enquêteurs étaient pas de plus en plus troublés par la négligence volontaire découverte en 2015. L'Elfado a fait la une des journaux lorsqu'il a disparu aux abords du triangle des Bermudes. Au moment de la dernière mise à jour, le navire américain se dirigeait directement vers le cœur de l'ouragan Joaquin à l'aube. Il ne restait aucune trace. Le navire avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Un an plus tard, les dernières conversations enregistrées ont été récupérées et elles ont permis de faire la lumière sur ce qui s'était passé avant la mystérieuse disparition. Rien ne paraissait anormal lorsque l'équipage a chargé le navire le 28 septembre pour quitter son port d'attache. Avec 33 personnes et plus de 11 000 tonnes de cargaison à bord, le navire a entamé son voyage habituel vers San Juan, Porto Rico. Depuis plus d'un an, Elfado était une bouée de sauvetage entre ses ports, transportant de la nourriture, des remorques, des voitures et des fournitures essentielles vers l'île des Caraïbes. Il était prévu qu'il parte le soir suivant, mais à 16h51, 3 heures avant de quitter le port. Le Centre national des ouragans des États-Unis a annoncé la formation de la tempête tropicale Joaquin, qui pourrait devenir un ouragan dès le lendemain. De plus, une alerte a été émise pour une zone à l'est des Bahamas, couvrant maintenant 73 000 milles marins carrés. Ceci n'était rien de nouveau pour l'équipage de l'Elfado. Un mois plus tôt, l'équipage avait traversé le vieux canal des Bahamas alors que la tempête Erika frappait la Dominique. Mais cette fois, le capitaine Michael Davidson pensait que l'ouragan Joaquin n'était pas une menace majeure. Il a choisi une route directe du fleuve St. John's à la baie de San Juan qui traversait la zone de la tempête. Comme tous les ouragans, la tempête était dirigée par les vents mondiaux. Les alizés africains dirigent très souvent les ouragans vers les Caraïbes. Le système de haute pression des Bermudes peut modifier leur trajectoire et les dévier vers le nord dans l'Atlantique. Joaquin était censé se comporter de la même manière. La seule question était de savoir quand il tournerait vers le nord et jusqu'où il irait vers l'ouest avant cela. D'après les données du National Hurricane Center qu'il avait étudié, Davidson pensait que Joaquin tournerait avant de rencontrer Elfado. Cependant, certains membres de l'équipage doutaient de son choix et malheureusement, ils allèrent avoir raison. Vers 21h30, le lendemain soir, Elfado a quitté Jacksonville. Selon l'expérience séculaire des marins, l'aube s'est levée rouge ce matin-là, un présage de mauvais temps. Regarde ce ciel rouge là-bas. Rouge le matin. Les marins se méfient quand il est éclatant. Le capitaine Davidson et son premier officier ont analysé la route de Joaquin grâce au système météo Bon Voyage Système du navire qui affiche la météo et transmet des mises à jour toutes les 6 heures. La mise à jour de 5h04 déplaçait légèrement le centre de la tempête vers le sud. Les nouvelles données ont poussé Davidson à déplacer légèrement la trajectoire du navire vers le sud, passant de 133 à 140 degrés. À 6h25, le terminal SATC du navire a transmis les prévisions du service météorologique national qui étaient quelque peu différentes. Dans 24 heures, Joaquin devait être proche de la trajectoire de l'El Faro. Les Bahamas ont émis une alerte ouragan, prévoyant que Joaquin se dirige vers l'ouest-sud-ouest. Le capitaine ne semblait pas être au courant des prévisions du service météorologique, qui annonçait des vents de 75 nœuds avec des rafales à 90 nœuds et des vagues de 27 pieds. Il qualifia ce changement de cap de bonne diversion du centre de la tempête et rassura son équipage. Difficile de planifier quand on ne sait pas. Mais nous avons fait une diversion ici. Nous allons être plus au sud de l'œil. Nous serons à environ 100 km au sud de l'œil. Tout ira bien. Nous allons bien, pas seulement ça devrait aller. Nous allons bien. Tout le monde sur le pont était d'accord avec cette décision. Cependant, ils n'étaient pas les moins optimistes. Le premier officier devait avoir prédit une nuit agitée. Avec le temps, l'anxiété de l'équipage a augmenté. Le capitaine resta confiant et leur assura que le navire était solide, ayant déjà affronté pire. La seconde officier était la plus inquiète. Elle a clairement exprimé ses préoccupations. Et il dit à tout le monde là-bas, « Oh, ce n'est pas une mauvaise tempête, ce n'est pas si grave, il n'y a pas tant de vent que ça. J'ai déjà vu pire.
Je pense qu'il essaie juste de minimiser la situation parce qu'il se rend compte qu'on n'aurait pas dû venir par ici. Sauver la face, 12h22. Le capitaine Davidson a suivi les règles de la compagnie en envoyant un rapport de midi à la société mère de leur opérateur, Tot Maritime. Il a détaillé la progression du navire à 274 miles de Jacksonville, avec une moyenne de 193 nœuds. Il a également mentionné des conditions normales, des vents du nord de 7 à 10 nœuds et des houles de 7 pieds venant de l'est-nord-est. Il a évoqué brièvement les mesures prises pour l'ouragan Joaquin, sans détailler. 2 minutes après, le terminal SATC a envoyé une alerte météo urgente du Service météorologique national. Joaquin avait des vagues de 25 pieds et des vents de 70 nœuds avec des rafales jusqu'à 85 nœuds. Il se trouvait à 300 milles nautiques au sud-est de El Faro. À 13h12, le capitaine a envoyé une mise à jour au siège. Cependant, les données météorologiques ne correspondaient vraiment pas au rapport officiel. Fait intéressant, il a proposé de revenir par la route la plus sûre via le vieux canal des Bahamas. Il paraissait étrange de naviguer vers un ouragan en approche alors qu'il s'éloignait de la zone et déviait de sa route. 19h, le capitaine a compris que l'ouragan ne tournerait pas au nord rapidement et a donc ajusté la trajectoire plus au sud. Passer de 140 degrés à 150 degrés permettrait de mettre plus de distance entre El Fado et le centre de Joaquin. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Davidson se retira dans ses quartiers une heure plus tard et ne reviendrait pas avant 8 heures. Pendant ce temps, El Fado se dirigea avec confiance droit vers le désastre, alors que la nuit tombait et que l'El Fado poursuivait sa route. Les officiers sur la passerelle discutèrent de possibles changements d'itinéraire. Certains, plus inquiets, ont même contacté le capitaine dans ses quartiers. Mais il ne partageait pas l'inquiétude de son subordonné et ne retourna pas sur la passerelle. Au lieu de cela, le capitaine a répondu par le téléphone du navire, disant qu'ils devaient maintenir leur cap actuel. Minuit. La seconde officier a pris la relève et a été surprise par ce qu'elle a vu. Le cap menait le navire droit dans l'ouragan. À quoi pense-t-il ? Chaque fois que nous descendons plus au sud, la tempête essaie de nous suivre. 1h15. La radio satellite en arrière-plan a confirmé que Joaquin a été reclassé en catégorie 3. Presque au même moment, le navire a soudain roulé, premier signe de la mer agitée. Le second officier a appelé le capitaine et l'a informé de la situation. Nous allons affronter la tempête et la situation n'est pas bonne pour l'instant. Ma ligne principale, j'ai 0200. Changer de cap plein sud, puis traverser toutes ces zones peu profondes. Le capitaine restait inflexible. Il a ordonné au second de suivre ses instructions précédentes et de changer le cap à 116 degrés comme prévu. Malheureusement, cette manœuvre a été confrontée à une forte gîte due au vent et le navire a penché sur tribord. Le second a réagi en corrigeant le cap à 114 degrés qu'elle a maintenu jusqu'à la fin de sa veille. El Fado approchait la minuscule île de Samana Cay par le nord-ouest, tandis que Joaquin l'approchait par le nord-est. Ils étaient en trek séparés de 71 milles nautiques. Davidson dormait profondément dans sa cabine. Les vagues grossissaient et éclaboussaient le pont, incitant l'équipage à vérifier leur équipement de sauvetage à la passerelle. La peur s'était clairement installée parmi eux. Puis, à 1h56 du matin, une vague géante a frappé le navire, laissant beaucoup d'eau sur le pont. Elle a été suivie par une autre, puis par une série d'autres. Les vagues ont ralenti le navire de Vinh à moins de 18 nœuds. Bien que l'équipage pensait affronter le pire de l'ouragan dans 2 heures, il était clair qu'il était déjà là. 2h53. L'alarme de déviation a retenti pour la première fois. Le second officier peinait à contrôler le navire face aux fortes houles. Le vent soufflait si fort que personne ne voulait quitter la passerelle. L'équipage ignorait la force du vent car l'unique anémomètre, qui mesure la vitesse et la pression du vent, était en panne. Cependant, l'enregistreur de données de voyage ou enregistreur de données de voyage a enregistré un vent de 58 nœuds à 3h30 du matin. La seconde officier a effectué une nouvelle modification de cap pour lutter contre le vent, mais elle ne pouvait rien faire pour réduire la vitesse. Le navire naviguait maintenant à 16,8 nœuds à 3h45 du matin. Le premier officier, venu prendre la relève, a constaté que l'El Fado avait une gîte sur tribord atteignant 15 degrés. Alors que le navire ralentissait, vent et vagues le balayaient de bâbord à tribord, gagnant en intensité. Le premier officier a encore changé la route pour limiter la gîte, sans succès. À 4h04, la vitesse du navire était déjà réduite à 10 nœuds. La seconde officier, qui s'est retirée dans sa cabine, était désespérée,
Elle l'a écrit à sa mère dans un email. Je ne sais pas si tu as suivi la météo, mais il y a un ouragan dehors. Nous allons droit dedans. Catégorie 3 la semaine dernière. Les vents sont vraiment mauvais et la mer n'est pas idéale pour tout le monde. Au contraire, le capitaine, arrivé sur la passerelle à 4h09, n'a montré aucune inquiétude. L'équipe de la salle des machines poussait le moteur à ses limites et purgeait plusieurs fois les tubes, ce qui a diminué sa puissance. Chaque fois qu'Elfado rencontrait un problème critique, son carter d'huile principal était sous-rempli, manquant les 27 pouces recommandés. Ce manque a bloqué l'arrivée d'huile au moteur, essentielle pour lubrifier ses composants. Une chute soudaine de pression pouvait stopper le moteur, laissant le navire dériver dans la tempête à 4h46 du matin. Le capitaine a tenté de corriger la gîte. Il a tourné le navire vers le nord, presque face au vent, réduisant la vitesse à 7 nœuds et demi. Mais cette décision reposait sur de vieilles données. Le dernier rapport indiquait des vents de 105 nœuds, et le centre de la tempête à seulement 11 miles. 5h15 du matin, le chaos régnait sur la passerelle. Le superviseur de quart a indiqué que le navire avait une gîte de 18 degrés sur tribord et avançait à 58 nœuds. Le pont était aussi en désordre. Comme si la situation ne le dérangeait pas, on a entendu le capitaine. Ça ne va qu'aller mieux à partir d'ici. Nous sommes de l'autre côté maintenant. Malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées. Le navire a pris l'eau à la poupe et sa vitesse est tombée à 4 nœuds. L'eau s'est infiltrée dans la cale numéro 3 par l'écoutille ouverte du pont 2, ce qui a provoqué le déplacement de plusieurs véhicules. La seule façon de contrer cela est de remplir le réservoir de la rampe bâbord. Le capitaine Davidson a tenté de redresser la barre à droite. Il prévoyait de transférer l'eau de ballast du réservoir droit vers le gauche, ordonnant un virage de 60 degrés à 350 degrés. Les ingénieurs ont ainsi pu accéder à la zone inondée et fermer la trappe. Ensuite, le capitaine a ordonné de renvoyer l'eau de ballast dans le réservoir droit. Cette action a rétabli l'inclinaison d'origine. Cependant, le navire semblait avoir dépassé le point de non-retour à 602. Le second officier a rapporté des alarmes entendues en salle des machines. L'eau s'engouffrait, entrant par les conduits de ventilation. 10 minutes plus tard, le capitaine a exprimé son mécontentement pour la première fois. Cette liste ne me plaît pas. Je crois qu'on vient de perdre l'installation. 6h31. La vitesse du navire était de 5 nœuds, mais seulement parce que le vent le poussait. Le capitaine a finalement ordonné à tout le monde de monter sur la passerelle. Le second a commencé à rédiger le message d'urgence pour le moment venu. Ils ont quitté le navire, mais le capitaine espérait encore que l'équipe des machines relancerait la centrale et sauverait Elfado. Il n'avait pas l'intention d'abandonner le navire. Même si tout le vent venait tribord, qu'une écoutille était ouverte et qu'il y avait une forte inondation dans la cale. 3h701 du matin. Le capitaine a appelé le centre d'urgence de Tot et a demandé à être mis en relation avec une personne qualifiée pour l'informer d'une urgence maritime. Pouvez-vous me mettre en contact avec un... Quotient intellectuel? C'est ce que je... Merci, c'est ce que je fais maintenant. Je vérifie qui est de garde. Et je vais vous mettre directement en relation avec eux. Donnez-moi une seconde, monsieur. Je vais vous mettre en attente un instant. Un instant, s'il vous plaît, votre grade. Capitaine du navire. D'accord, merci. Nom du navire. Enfin, épelez-le Elise. L'horloge tourne. Puis-je parler à un quotient intellectuel, s'il vous plaît? Vous avez compris, monsieur? Encore une fois? Je vais vous mettre en relation tout de suite. Un instant, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, je m'appelle. Donnez-moi juste un instant, je vais essayer de vous connecter maintenant. D'accord, monsieur Davidson. D'accord, un instant. Bonjour, s'il vous plaît. Merci d'avoir attendu. Oh mon Dieu. Juste très brièvement, quel est le problème que vous rencontrez? J'ai une urgence maritime et j'aimerais parler à un quotient intellectuel. Nous avons eu une brèche dans la coque, un sabord s'est ouvert pendant la tempête. Nous sommes inondés jusqu'à la cale 3 avec une lourde charge. L'unité de propulsion principale est perdue. Les ingénieurs n'arrivent pas à la faire fonctionner. Puis-je parler à un quotient intellectuel, s'il vous plaît? 7h06. Le capitaine a contacté la personne désignée à terre de son navire tout en l'informant de la situation. Le second officier a signalé Le vent nous pousse, nous ne pouvons rien faire d'ici. 7h13. Le second officier a envoyé un signal de détresse sur ordre du capitaine. L'eau s'engouffrait massivement dans une cale. La gîte s'aggravait et il n'y avait plus de courant. Le navire coulait.
À 7h27, le capitaine a déclenché l'alarme générale et ordonné à l'équipage de se rassembler à tribord pour abandonner le navire sur la passerelle. L'équipage cherchait ses gilets de sauvetage dans la panique. Cependant, à ce moment-là, il y avait peu de choses qu'il pouvait m'en faire. Tous les canaux de sauvetage du côté bâbord étaient submergés, tandis que ceux du côté tribord ne pouvaient là pas être mis à l'eau à cause de la forte inclinaison. L'enregistreur de données du voyage a capté les derniers mots du capitaine et d'un des matelots qualifiés « On coule, non, on ne coule pas ». « Allez, je suis foutu. Non, tu ne l'es pas. » Silence. Quelques minutes plus tard, El Fado s'est plongé dans les profondeurs du triangle des Bermudes. L'équipage de 33 personnes est resté à bord presque jusqu'au dernier moment. Même s'il a survécu, il a été livré à une mer déchaînée à 7h30 du matin. Les gardes-côtes de Virginie ont appris que l'El Fado était piégé dans l'ouragan Joaquin. Il avait perdu de la puissance, penché à 15 degrés et injoignable. Ils ont envoyé un C-130 de l'armée de l'air, le seul appareil capable de trouver et de contacter le navire. Les gardes-côtes ont essayé de localiser la balise Éper de l'El Faro. Cette balise s'active automatiquement lorsqu'un navire coule. Cependant, elle ne fonctionne qu'avec des satellites en orbite basse, qui peuvent ne pas toujours être disponibles. À 10h30, tous les contacts avec l'El Faro avaient échoué. Les gardes-côtes ont sollicité l'aide de l'Emeraude Express, le navire le plus proche. Malheureusement, la tempête avait aussi touché l'Emeraude Express, l'empêchant d'aider. Pendant ce temps, les vents de l'ouragan ont atteint 130 nœuds. Approcher le dernier emplacement signalé d'El Fado était trop risqué. Même les gardes-côtes restaient à plus de 100 milles nautiques. Le lendemain, un avion chasseur d'ouragan a tenté de s'approcher, mais a dû rentrer en Floride après des dégâts causés par la tempête. À 9h05, 26h, après le premier signalement, les gardes-côtes ont pris une décision difficile. Ils ont reporté les recherches jusqu'à ce que l'ouragan soit passé. Envoyer un hélicoptère dans la tempête a été envisagé, mais jugé trop lent sans l'appui d'avions ou de chasseurs d'ouragans. Les recherches ont repris le 3 octobre, une fois que le temps s'est amélioré. Les sauveteurs ont fouillé la zone à la recherche de survivants, ne trouvant que quelques bouées et lampes de sauvetage de l'El Fado au milieu d'une nappe d'huile et de débris. Un avion de la marine a signalé avoir vu 2 radeaux de sauvetage, dont un de l'El Fado. Mais lorsque les sauveteurs l'ont atteint, ils l'ont trouvé vide. L'un des remorqueurs a trouvé un autre canot de sauvetage, mais il était trop petit pour le remorquer. Le 4 octobre, en fin de journée, l'avion de reconnaissance a repéré une combinaison orange contenant des restes humains. Avant de récupérer le corps, ils ont vu une autre combinaison et quelqu'un faisant signe dans l'eau. Ils ont marqué l'emplacement de la première combinaison pour la récupérer plus tard et se sont précipités vers le deuxième endroit, pour ne rien trouver. Lorsqu'ils ont essayé de retourner à la première combinaison, ils n'ont pas pu la retrouver. Le 5 octobre, un radar de l'armée de l'air a confirmé l'absence de grands navires dans la zone. Cela a suffi pour que les gardes-côtes annoncent le naufrage d'El Fado. Les sauveteurs ont néanmoins poursuivi la recherche de survivants. Malheureusement, ils n'ont retrouvé que les bouées de sauvetage et les combinaisons vides d'El Fado. Les recherches ont officiellement pris fin le 7 octobre. Les sauveteurs avaient cherché pendant 154 heures de plus que le temps de survie estimé de 120 heures. El Fado avait coulé dans des eaux très profondes, rendant tout espoir de sauvetage par plongée impossible. La tragédie a laissé le public choqué et perplexe, se demandant pourquoi, diable, un navire irait droit dans un ouragan. L'enquête a révélé de nombreuses défaillances qui ont conduit à la catastrophe. De multiples erreurs et négligences ont compromis la survie du navire lors d'un ouragan de catégorie 3. El Fado n'était pas assez solide pour résister à une tempête si violente. Au moment de l'incident, il avait 40 ans et était en mauvais état. Construit en 1975, le moteur-vaisselle Puerto Rico a été conçu par Sunship en Pennsylvanie. Au départ, il servait de transporteur de marchandises pour des semi-remorques. En 1992, El Fado a été converti. Cette modification ajoutait de l'espace de chargement sur le pont 2 et un niveau incliné pour équilibrer le poids. 1830 tonnes de lest en minerai de fer ont été ajoutées en 2006. El Fado a ensuite été transformé en porte-conteneurs. Il était désormais capable de transporter des conteneurs essentiels à l'approvisionnement alimentaire de Porto Rico. Cependant, cette modification a augmenté le poids du navire et relevé son centre de gravité. Pour compenser, 4875 tonnes de minerai de fer ont été ajoutées. Malgré ces modifications, les gardes-côtes ne les considéraient pas comme une transformation majeure. Cette décision a été prise sous la pression de TOT. Les modifications ont rendu El Fado moins réactif et plus difficile à manœuvrer par mauvais temps.
Un capitaine expérimenté qui a navigué dessus l'a confirmé. Il est resté à quai 6 ans avant d'assurer la liaison Jacksonville-San Juan en 2014. Durant cette période, les propriétaires ont négligé l'entretien, causant des problèmes. Le personnel parlait d'une épave rouillée. Après la reprise de son service, Todd s'est tourné vers des navires plus récents, tels que la classe Marlin. Cette négligence a conduit à la démission des capitaines de l'El Fado et de son navire jumeau, l'El Yonke, en 2015. Ils sont partis à cause d'une mauvaise discipline, d'un manque de formation, d'un entretien insuffisant et d'un manque d'équipement de sécurité. Un autre facteur de la catastrophe était la mauvaise disposition de la cargaison. Les remorques devaient être fixées sur des boutons, mais sur le pont 2 de El Fado. Certaines remorques ont été mal placées en raison du manque d'espace. Cette disposition accroissait le risque de détachement, surtout pour les remorques lourdes, avec 3 à 40 potentiellement mal chargées. Une liste était plus probable. Le principal mystère reste pourquoi le capitaine Michael Davidson a navigué dans un ouragan après avoir remplacé le capitaine précédent. À ce moment, Michael Davidson, 53 ans, travaillait chez Todd depuis 2 ans. Il était venu de Crowley Maritime en mai 2013, débutant comme 3e officier puis devenant capitaine. Michael Davidson avait quitté son ancien employeur après un incident. Son navire endommagé ne pouvait plus manœuvrer. Il a donc appelé 2 remorqueurs pour le conduire au port en sécurité. On a dit que la décision de Michael Davidson d'agir ainsi a provoqué une rupture avec ses employeurs dans cette entreprise. Michael Davidson était connu pour sa présence imposante, mais aussi pour son manque d'intérêt pour les petits détails de la gestion d'un navire. Certains collègues le surnommaient le capitaine de cabine, quelqu'un qui commande à distance pour ainsi dire. Cependant, la négligence est une chose et couler un navire en est une autre. Les enquêteurs devaient tout d'abord mettre la main sur l'enregistreur de données de voyage du navire pour révéler ses intentions lors du voyage fatidique. Logé dans une capsule de protection similaire à la boîte noire d'un avion, le enregistreur de données de voyage était essentiel pour l'enquête. L'atteindre était une tâche difficile en raison de la profondeur extrême de l'épave. La capsule de protection d'El Fado résistait à la pression, au choc, aux impacts et à la chaleur, mais ne flottait pas. Un effort d'équipe du Bureau national de la sécurité des transports, de la garde côtière, de Todd Maritime et d'autres a été nécessaire. Le 23 octobre 2015, le navire Apache de la marine américaine a commencé les recherches en utilisant diverses technologies. Au 31 octobre, il avait retrouvé l'épave de l'El Fado. Malheureusement, en avril 2016, le pont, le mât et l'enregistreur de données de voyage manquaient. Le navire Atlantis et le véhicule Century ont retrouvé ces pièces manquantes. L'Apache est revenu en août 2016 et a récupéré l'enregistreur de données de voyage, essentiel pour comprendre la catastrophe. Il contenait l'audio de la passerelle du navire, donnant un aperçu de ce qui s'est passé dans les instants précédant le naufrage du navire. Même et ainsi qu'il ne pouvait que spéculer sur ce que le capitaine pensait en maintenant le cap qui les a menés directement dans un ouragan. Selon les enquêteurs du National Transportation Safety Board, un facteur qui pourrait avoir influencé le comportement du capitaine était que sa sécurité d'emploi était remise en question. Même s'il s'était vu refuser un transfert auparavant, le capitaine Davidson espérait obtenir un poste sur l'un des nouveaux navires de Todd. Les inspecteurs ont constaté que le capitaine était déterminé à atteindre San Juan à l'heure, quel que soit le temps. Les responsables de Todd ont déclaré qu'ils avaient rejeté sa première demande pour le navire de classe Marlin. Cependant, ils lui ont offert une seconde chance, annulée en raison de négligence dans les réparations du navire, de l'inaction face à un chef officier paresseux et de conflits antérieurs. L'état mental de la personne a sans doute influencé la décision du capitaine lors du dernier voyage d'El Fado. Il pensait que la tempête irait au nord et comptait rester au sud, se basant sur des données de météo dépassées. De plus, ses succès passés dans des situations risquées ont peut-être conduit à sous-estimer le danger. Il a minimisé la tempête, la comparant à des expériences en Alaska. Cela a faussé son jugement, ses mauvais choix et le fait d'ignorer la gravité de la météo ont conduit à la tragédie. L'état du navire, la négligence de la compagnie et la mauvaise gestion de la cargaison ont empiré la situation. Les conséquences de la catastrophe ont sans doute été un échec. Les enquêtes sont menées à des recommandations de sécurité, sans poursuite. Les 33 personnes à bord de l'El Fado ont toutes été déclarées disparues et présumées mortes. TOT a réglé les décès injustifiés pour éviter un procès exposant sa négligence. Nous ne pouvons pas ramener les 33 vies perdues, mais leur héritage perdure à travers l'amélioration de la sécurité dans l'industrie maritime. Regardez cet épisode ensuite.
Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un j'aime et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.